Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Samuel Bonvoisin. Comment tu vas, Samuel? Salut Antoine. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler d'un sujet que j'ai pas suffisamment creusé au sein du podcast. Donc c'est pour ça d'où ta venue aussi aujourd'hui pour aller nous éveiller, nous donner pas mal de billes là-dessus, à savoir la permaculture. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre en globalité le sujet, dans déjà ce que c'est la permaculture, dans l'agriculture, dans nos vies de tous les jours, dans l'approche du territoire, dans l'impact sur l'eau ou sur d'autres thématiques. Mais avant de démarrer, je te propose de te présenter. Donc, qui es-tu, Samuel? Et ben donc voilà, je m'appelle Samuel Bonvoisin. Moi, j'ai grandi dans une ferme. Je suis un enfant de la campagne. J'ai grandi dans le nord de la France, dans une ferme avec des betteraves, des pommes de terre, du blé, des vaches laitières. Et puis j'ai peut-être une des choses un peu particulières aussi de mon parcours, de mon histoire, c'est que j'ai été assez tôt sensibilisé sur les thématiques de l'écologie à travers mon éducation, à travers aussi des engagements associatifs que j'ai pris assez tôt. Voilà. Et puis une autre particularité, c'est que la ferme dans laquelle j'ai grandi, c'est aussi l'histoire de, comme ça arrive parfois dans les familles, de deux frères, mon père et son frère, qui avaient une vision vraiment différente du monde et une vision vraiment différente de l'agriculture. Et donc c'était cette chamaillerie entre deux frères qui a été aussi le cadre dans lequel j'ai grandi. Et ça c'est ça voilà c'est je le vois, je le perçois aujourd'hui comme un peu un cadeau parce que dans un certain sens j'ai grandi dans cette tension entre une vision de l'agriculture où il s'agit de gagner en qualité de vie, de pouvoir aller en vacances, de pouvoir s'agrandir, se moderniser, et puis une vision voilà de plus d'une agriculture où le but c'est de nourrir, de produire des choses de qualité, d'être proche de ces animaux. Voilà, donc ces deux visions pour en s'affrontant, elles créent finalement un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec toutes les tensions qu'on connaît. Donc voilà. Et puis en grandissant, je me suis intéressé à l'agriculture. J'ai fait des études d'ingénieur en agriculture. Et puis pendant mes études, en fait, je me suis beaucoup, j'en ai profité en fait pas mal pour voyager. J'ai découvert notamment l'agroforesterie quand j'ai fait un stage au Mexique dans le café. J'ai découvert le caféier, une plante que je ne connaissais pas du tout et qui en fait pousse au pied des arbres, à l'ombre des arbres. Et puis j'ai découvert voilà pas mal de pratiques. Et puis en sortant des études, j'ai cherché à m'orienter. Et puis voilà, de fil en aiguille, alors je sais ce que je vais raconter, mais j'ai découvert la permaculture finalement après la fin de mes études. Et c'était un moment où je me posais beaucoup de questions. J'étais ce qu'on pourrait appeler un militant, quelqu'un qui passait beaucoup de temps à essayer de convaincre les autres autour des questions principalement d'écologie, mais aussi de justice sociale. Et puis voilà, je me suis éloigné grâce à la permaculture un peu de cet univers. Mhm. Comment avant d'aller sur la permaculture, etc., ça m'intéresse d'avoir ton comprendre ce qui se faisait aussi avant, si ça te dérange pas de parler un peu plus Bien famille, sûr. disons. Euh, Comment c'était donc tu disais, j'imagine que ton père, la manière dont tu l'as décrit, c'est donc la partie un peu plus moins, disons, conventionnelle, comme on peut Ouais. l'imaginer, mais un peu plus la qualité des produits, etc. Comment c'était fait à l'époque? Moi, je ne me connais pas du tout, hein, j'ai pas du tout grandi dans cet univers-là, clairement urbain, né à Paris, toute ma vie à Paris avant de enfin découvrir un peu cette nature. Ouais. Euh, Comment c'était avant l'agriculture, quand elle était pensée de la manière dont ton père pouvait la penser? Hmm. Alors c'est vrai qu'on a tendance à souvent quand on pense à l'agriculture, à notre idéal d'agriculture, on a tendance à se référer au passé, dans le sens où il y a eu une époque où l'agriculture était on va dire intégrée, une sorte de mythe un peu de la perfection, on viendrait finalement de cette agriculture-là. C'est ce que j'entends un peu à travers ta question.
Et bah écoute, moi je suis pas très convaincu que l'agriculture, enfin voilà, qui est un peu ce mythe qui existe. Alors, ce que je peux peut-être décrire, c'est que l'agriculture, en fait, c'est né avec la sédentarité. Enfin, c'est avec l'idée le besoin de pouvoir être autonome, pas avoir à se déplacer en fait pour se nourrir. À la base, nous, on est des animaux. Et quand on regarde les animaux dans le vivant, les animaux, en fait, une des particularités, c'est qu'ils se déplacent pour se nourrir. Pas que pour se nourrir, mais entre autres pour se nourrir. Et donc nous on a échappé un petit peu. Alors après, évidemment il y a plein de variétés d'animaux. Il y en a qui sont beaucoup plus sédentaires que d'autres, etc. Mais nous on a vraiment fait ce choix-là. Et l'agriculture s'est développée beaucoup sur ce besoin-là. Je dirais que l'agriculture a pris deux virages. Un premier virage qui est vraiment avec on va dire le début de l'industrialisation, où on a commencé à simplifier les paysages, à simplifier aussi nos modes d'agriculture. Donc, si je fais vraiment une caricature, je dirais qu'on est passé d'une agriculture qui était plutôt à dominante vivrière, c'est-à-dire on produit beaucoup de choses différentes et le but c'est de s'alimenter soi, éventuellement sa famille, les voisins, on peut faire du troc, etc. À une agriculture qui est aujourd'hui massivement pour d'autres et particulièrement une agriculture d'exportation où le but c'est de produire pour alimenter les marchés mondiaux, etc. Et donc on a simplifié énormément là où auparavant dans une ferme il y avait toujours des animaux, il y avait plein de cultures différentes. On faisait aussi pas mal de transformations. On pouvait faire son beurre, on pouvait faire voilà. Aujourd'hui, en fait, rare, enfin, en volume de production, on va dire que l'immense majorité des produits partent de façon assez brute des fermes. Et puis, il y a plus du tout cette diversité dans les productions. Et donc, il y a aussi, on en parlera tout à l'heure, mais bien moins grande diversité dans les paysages, puisque en fait, si je fais plus que 2 ou 3 ou 4 cultures, bah forcément, je vais avoir des paysages qui vont être extrêmement simplifiés. Donc voilà, donc ça pour moi c'est une première chose. Et après le deuxième virage pour moi c'est le virage de la chimie. Donc ça correspond, on va dire grosso modo à la Deuxième Guerre mondiale, où en fait un peu dans la foulée des recherches qui ont été menées autour des armes chimiques. C'est ça qui est assez étrange, avec notamment l'émergence du glyphosate, dont on parle beaucoup, hein, le fameux Roundup qui est beaucoup utilisé dans le monde. Et ben en fait, on a découvert qu'on pouvait tuer en fait tout simplement certaines formes de vie de façon assez radicale. Et donc on a choisi de s'appuyer là-dessus énormément. Et puis un autre aspect de l'émergence de la chimie, c'est les engrais de synthèse. En fait, on a découvert que les plantes, si on leur donne de l'azote, du potassium et du phosphore, elles poussent. Et donc, on a commencé à en produire ces éléments de façon de façon artificielle, et puis à en déverser un peu partout pour avoir améliorer les rendements. Ce qui a fonctionné dans un premier temps, mais au prix, on va le voir, on va en parler aussi, mais d'énormément de dégradation des écosystèmes. Donc tout ça a provoqué énormément de déséquilibre. Donc voilà, donc ça c'est beaucoup plus récent, hein. Je dirais que ces deux virages-là, donc il y en a un, c'est le début de l'ère industrielle, c'est on va dire grosso modo le 19e siècle. Et puis le deuxième virage, c'est vraiment l'histoire récente, le milieu du 20e siècle, quoi. Donc tu parles de ces deux virages-là. Ensuite, toi de ton côté, baigner un peu dans la partie plutôt vivrière, du coup, ce que tu disais, plutôt cette partie-là que ton père faisait, ou c'était un peu un mix. Pas vraiment. En fait, la ferme dans laquelle moi j'ai grandi, c'est une ferme qui est plutôt, on va dire, un modèle de réussite. C'est-à-dire une ferme qui a pris assez tôt réussite au sens moderne du terme. C'est-à-dire une ferme qui a pris assez vite le virage de la mécanisation, de l'arrivée des tracteurs, qui a aussi été rapide dans sa mécanique d'agrandissement, puisque donc une des particularités de l'agriculture actuelle, c'est que les fermes grandissent à très grande vitesse. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrêtent et dont les fermes ne sont pas reprises par des jeunes, mais en réalité, ce sont les voisins qui les reprennent. Et donc, on a une diminution très rapide du nombre d'agriculteurs.
Cette mécanique, elle est toujours en cours, hein, ça n'a pas changé. On est toujours dans cette diminution très rapide et cet agrandissement très rapide. Et donc, je dirais que le modèle de la ferme dans laquelle mon père est arrivé, c'était déjà ça. Son père avait déjà fait ce virage-là. Mais il y avait encore certains aspects. Par exemple, il y avait encore des vaches laitières dans la ferme. Et donc, mon père, lui, il aimait ça. Il aimait les animaux, les vaches laitières, même s'il produisait pour une coopérative après qui exportait le lait ou en tout cas, ça alimentait une approche plutôt industrielle, l'industrie agroalimentaire. Lui, ce qui lui plaisait, c'était ce contact avec les animaux et cette diversité. Une des particularités, par exemple, quand on a des animaux dans une ferme, c'est qu'on peut utiliser les déchets qui viennent de l'élevage et particulièrement les excréments qui viennent des animaux pour enrichir les sols et donc avoir une boucle un peu vertueuse qui est en fait un peu la base du vivant. Quand on regarde le fonctionnement des écosystèmes, le vivant en fait ne génère pas de déchets. Les feuilles des arbres sont compostées par la faune du sol et puis sont restituées sous forme de minéraux, d'engrais qui vont permettre aux arbres de pousser. Donc ça forme comme ça des boucles c'est rempli de ces boucles où le vivant s'alimente de ses propres productions et de ses propres déchets. Et en fait, quand mon père est parti de la ferme, parce que donc c'est ce qui s'est passé au bout d'un certain temps, il est parti. Mon oncle a arrêté les vaches laitières, et donc on perd ce bénéfice-là. Et en plus de ça, on a retourné des prairies qui étaient des systèmes. La prairie, c'est un système qu'on appelle permanent. Donc ça permet en fait, il y a énormément de bienfaits qui sont liés à ça. Notamment, on va en parler après tout à l'heure autour des cycles hydrologiques, donc de la collecte et de l'infiltration de l'eau. Et il a remplacé ça par des cultures qui sont des cultures annuelles, donc avec du labour, et puis l'installation d'une nouvelle culture chaque année. Et en fait, ça provoque, ça continue, on va dire, d'aller vers la dégradation des paysages. Donc je pense que mon père était un peu plus attaché à ce côté polyculture élevage, à cette histoire de ferme un peu diversifiée. Alors que mon oncle, lui, il a fait vite un calcul, il a vu que les vaches laitières, ça prenait plus de temps et ça rapportait moins que les céréales et les légumes de plein champ. Et donc, il a tout simplement arrêté ça, quoi. Et donc toi, quand tu te retrouves, donc tu disais Mexique, agroforesterie, puis ensuite permaculture, j'imagine que tu devais être un peu étonné de voir cette différence-là, d'autant plus avec ton enfance et là-dessus et la différence que tu as pu voir au quotidien. Et déjà, je voulais avoir ton avis là-dessus sur ton étonnement sur ça avant de parler de la permaculture pour comprendre ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est aussi? Alors moi je comprends en fait, je comprends ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la réalité de la vie d'un agriculteur jusqu'au milieu du XXe siècle, et c'est encore le cas dans la plupart des pays du monde en fait, il y a guère que dans les pays industrialisés où cette réalité elle s'est modifiée. La réalité d'être un paysan, c'est que c'est un travail harassant. C'est un travail qui nécessite souvent de faire appel à la main-d'œuvre familiale, donc les femmes, les enfants. C'est un travail où on est très dépendant des aléas climatiques. Et donc parfois on bosse comme des malades et puis il y a une grêle, il y a un gel, il y a une sécheresse, il y a une attaque de je ne sais quel ravageur et puis on perd toute sa récolte. Donc pour moi, le fait d'avoir cherché à échapper au maximum à ces aléas, le fait d'avoir cherché à échapper à la pénibilité du travail en ayant choisi de généraliser la présence des tracteurs, de retirer ce qu'on a fait en fait entre les années 60 et les années 90 en France, on a fait ce qu'on a appelé le remembrement. Et donc en fait, on a organisé dans chaque village de France des rencontres entre les agriculteurs, les pouvoirs publics pour supprimer en fait des haies, des mares, modifier des chemins ruraux pour essayer d'avoir un parcellaire, donc des champs beaucoup plus grands et beaucoup plus droits pour permettre aux tracteurs de pouvoir circuler librement à l'intérieur de ces espaces-là. Alors que jusque-là, en fait, on avait des tracteurs qui arrivaient, mais toutes les parcelles étaient toutes petites, biscornues, enfin bref, pas du tout adaptées à cette nouvelle technologie.
Et en fait, moi, je comprends tout ça, toute cette mécanique. Totalement, ouais. Enfin, je veux dire, si j'avais été à la place des agriculteurs à cette époque, en plus, en n'ayant pas connaissance des dégâts que ça allait provoquer ensuite, je pense que j'aurais aussi probablement choisi d'aller vers la modernisation de ma ferme, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de jugement. Je suis pas dans une approche de dire il y a ceux qui ont bien fait ou mal fait, etc. D'autant que en fait, il n'y a pas vraiment eu non plus un grand mouvement de contestation en France, même si dès les années 80-90, il y a eu le mouvement des agriculteurs bio, qui a été dans une optique, notamment sur la question des produits, des pesticides, etc., de faire différemment. En fait, dans les années 60, après la guerre, il y a eu quelques résistances dans les campagnes parce que il y avait certaines personnes qui voyaient arriver les tracteurs qui disaient oulala, ça change tout le métier, et c'est plus du tout le même quotidien, etc. Mais en réalité, tout le monde s'est lancé là-dedans. Donc pour moi, voilà, ça je comprends très très bien, et donc c'est pas un étonnement pour moi. Par contre, ce qui est préoccupant, ce qui moi m'a préoccupé dans mes jeunes années et jusqu'à l'âge adulte, c'était d'avoir le sentiment que en fait on parle pas des problèmes. Moi, j'ai grandi littéralement avec le changement climatique. J'ai fait un truc qu'on appelait ça les TPE, donc c'était les travaux Un petit pratiques peu. encadrés, tu vois. J'ai fait ça en seconde, je crois, ou en première, sur la thématique du changement climatique. Et à l'époque, j'étais tombé sur le site de Jean-Marc Jancovici qui commençait à collecter des informations sur les changements climatiques. Et j'avais découvert des réalités comme la fonte de la calotte polaire, les gaz emprisonnés là-dedans, les gaz à effet de serre qui sont emprisonnés et qui peuvent s'échapper dans l'atmosphère. J'avais déjà, enfin voilà, il y avait déjà beaucoup de ces réalités-là dont j'étais conscient. Et ce qui me frappait, c'était le fait que autour de moi, en fait, on n'en parlait pas ou peu, et que petit à petit, en fait, en faisant ces études d'ingénieur, j'avais nourri un peu cette idée que on m'avait dit en fait aussi un ingénieur, voilà, c'est quelqu'un qui est formé pour répondre aux problématiques qu'on rencontre, quoi, les problèmes du monde. En fait, un ingénieur, il est formé pour essayer d'y répondre. Et en fait, je suis sorti de mes études en disant, mais en fait, on n'en a pas parlé des problèmes du monde. J'ai quasiment rien eu sur les OGM, rien sur le changement climatique, rien sur les pesticides et les problématiques de pollution, sur l'érosion de la biodiversité, etc. En fait, un peu comme si, en fait, les problèmes qu'on a, c'est principalement des problèmes de rendement, de comment faire pour essayer d'être encore plus efficace pour éradiquer tel ou tel ravageur, ou pour augmenter les rendements de telle ou telle culture. Et c'était ça la réalité des écoles d'agriculture au moment où j'étais. Aujourd'hui, malheureusement, ça a progressé, mais vraiment très très lentement, donc c'est encore un peu catastrophique de mon point de vue. Et donc voilà, moi j'ai plutôt grandi avec un peu cette interrogation de mais où sont les gens qui se posent ces questions-là, qui les mettent sur la table sans prétendre avoir des réponses, mais juste simplement qui acceptent de les regarder, donc qui sortent, on va dire, du déni, et ou de la sidération, et qui acceptent voilà de se retrousser les manches et de travailler ensemble sur ces sujets. C'était un peu ça, surtout ma surprise. Je comprends totalement, et en effet, hein, comme tu le dis, hein, l'objectif c'est pas de, euh, de, de, de dire concrètement ce qu'on aurait dû pu et faire dans le passé, etc. En fait, on n'était pas à cette époque-là, et comme tu dis, il y avait toutes les technologies qui arrivaient. On fait aussi les mêmes erreurs actuellement en choisissant aussi d'autres technologies. Donc en fait, c'est totalement normal d'avoir choisi ça, et de se poser ces questions-là, et naturellement d'aller vers là. Ça avait totalement de sens. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avec le recul comprendre qu'il faut changer. Maintenant, on connaît un peu tous les obstacles qui se dresseront devant nous avec toute cette utilisation. Yes. En revenant sur la permaculture, donc tu découvres ça. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est la permaculture pour les Ouais. personnes qui nous écoutent, qui ne sauraient Alors peut-être pas? ouais, alors j'ai découvert la permaculture dans un cadre, je dirais assez banal. J'ai été parmi mes toutes premières expériences professionnelles, j'ai été animateur dans une association de jardins ouvriers sur la métropole lilloise. Donc moi je découvrais le milieu urbain que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai commencé à aller faire des interventions dans des jardins. Et puis c'est une jardinière d'un des jardins, voilà, qui s'appelait Colette, qui m'a montré son jardin. Et puis elle faisait des choses assez étranges, un peu différentes de ce que je connaissais en termes de jardinage. Et puis elle m'a dit, bah voilà, ça s'appelle la permaculture. Et donc c'est là où j'ai découvert ce mot.
Et puis ça m'a beaucoup intéressé, comme je suis quelqu'un d'assez curieux, et puis curieux de découvrir ce que j'avais compris, interprété, en tout cas qu'elle m'avait transmis comme étant une sorte de technique de jardinage améliorée, un peu écologique. Et du coup, je me suis inscrit à une formation de permaculture, donc ça a commencé comme ça. Et puis j'ai découvert que la permaculture, ça n'avait rien à voir avec une technique de jardinage, enfin rien à voir. Disons que c'est bien plus qu'une technique de jardinage. Et simplement, une des toutes premières choses que j'ai entendues dans ce premier cours de permaculture que j'ai reçu, c'est le formateur qui disait, alors voilà, le principe numéro 1 de la permaculture, c'est toujours faire avec le vivant et jamais contre lui. Et il nous a posé la question, il nous a dit, quand est-ce que vous faites avec dans votre vie et quand est-ce que vous faites contre, quand est-ce que vous vous opposez. Et en fait, j'ai regardé ma vie de l'époque, d'accord, donc j'avais 25 ans, et en fait, ma vie, c'était beaucoup de contestation, de je suis pas d'accord, de colère, de sentiment de voir le monde aller vraiment dans une direction absolument opposée à ce à quoi moi j'aspirais. Donc voilà, ouais, mon quotidien était rempli de signer des pétitions, de faire des manifestations, d'essayer d'organiser voilà, toutes sortes d'événements pour essayer de dire aux gens, mais non, en fait, on va dans la mauvaise direction. Et donc ça a été une énorme claque pour moi, une énorme claque dans ma vie de l'époque. J'ai mis 3 ans vraiment à digérer cet enseignement, et voilà, et seulement au bout de 3 années, j'ai vraiment assumé un changement de vie assez radical. Donc, qu'est-ce que c'est la permaculture avant de parler de ce changement de vie? Qu'est-ce que c'est? En fait, on pourrait dire que c'est une science et en même temps pour moi, c'est pas seulement technique, c'est pas seulement scientifique, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'art, un peu d'une recherche qui dépasse en fait le caractère technique des choses. C'est une science qui vise à essayer de concevoir des systèmes dans le but de les intégrer dans on va dire dans le vivant, dans ce que produit le vivant. Donc ça part de l'observation. Le point de départ de la permaculture, c'est toujours l'observation. C'est comment en fait ça fonctionnait avant qu'on arrive, nous les humains, et comment ça fonctionne aujourd'hui autour de nous quand on regarde. Et comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces fonctionnements naturels pour essayer de trouver des manières, nous, de vivre en tant qu'être humain. Donc on pourrait dire que la permaculture trouve une de ses racines peut-être les plus importantes dans ce qu'on pourrait appeler le biomimétisme ou la bio-inspiration, c'est-à-dire en gros essayer de copier, de mimer le vivant et d'essayer de coller le maximum à comment ça fonctionne, voilà, et d'essayer d'apprendre du vivant. Une des citations que j'aime beaucoup, c'est celle de Léonard de Vinci qui dit en gros voilà, le livre le plus important, celui là où on va trouver toutes les bonnes idées, les innovations les plus importantes, c'est le livre de la vie, c'est le livre du vivant. Donc comment faire ça? En fait, la permaculture se présente avec 3 choses. D'abord, une base éthique. La base éthique, elle est simple, c'est prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager équitablement les ressources et les surplus. Donc ça, c'est la base éthique de la permaculture. Pourquoi il y a une base éthique? C'est qu'en fait, des techniques ou des outils ou des méthodes, on peut les utiliser dans plein de sens différents. Et on peut faire des choses super, comme on peut faire des choses qui sont vraiment dramatiques. Et donc, on a besoin d'une boussole. Et cette boussole, en fait, c'est la base éthique, tout simplement. On peut pas, si on sait qu'on poursuit ça, il y a aucun souci, on est dans la bonne direction. Ensuite, il y a des principes. Et donc, ces principes-là, alors, il y en a, selon la littérature, 10, 12, 20 principes. Ce sont les principes du vivant. Donc, ce sont des lois, dans un certain sens, des choses qu'on a observées et qui reviennent, qui sont redondantes dans le vivant. Et donc, on essaie de s'inspirer et utiliser ces principes. Et puis, c'est une méthodologie, ce qu'on appelle le design. Donc, en permaculture, on parle beaucoup de design. C'est dans le sens, en anglais, design, il y a un peu 2 sens. Il y a à la fois la façon d'assembler les choses dans un système. Donc, en permaculture, on va beaucoup s'inquiéter de comment est-ce qu'on organise les éléments dans notre système pour essayer de mimer au maximum le fonctionnement du vivant. Et puis, dans la notion de design, il y a aussi la notion de volonté, d'intention. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Par exemple, il y a quelques années, au moment du Covid, là, il y avait une ONG qui avait travaillé sur les questions d'empreinte écologique et qui produit chaque année, enfin qui calcule chaque année ce qu'on appelle le jour du dépassement.
Donc tu vois, hein, c'est le jour où on a utilisé toutes les ressources que la planète est capable de produire en une année. Et en fait, en 2020, donc à la faveur du Covid et du fait notamment du ralentissement généralisé de l'économie, on a pour la première fois repoussé la date ce jour du dépassement, alors que jusque-là, elle avance un peu dans l'année, elle se rapproche du début de l'année. Et l'ONG disait, bon voilà, on a reculé cette date, mais en fait, on peut pas s'en réjouir. Et le texte était écrit en anglais parce que ça n'a pas été fait by design. Ça n'a pas été fait. On n'avait pas l'intention, La volonté de le faire. la volonté collective de le faire. Donc c'est par accident finalement que c'est arrivé. Et pour moi, ça c'est vraiment très important. C'est-à-dire que en fait, on fait les choses, on cherche à essayer de travailler sur notre intention. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et pour moi, c'est une des choses les plus puissantes dans la permaculture, c'est qu'en fait, ça n'est pas un outillage, ça n'est pas juste une somme de pratiques. D'ailleurs, il y a très peu de choses dans les pratiques qui viennent de la permaculture, mais c'est surtout une philosophie, une manière d'essayer de se positionner et de positionner une intention collective pour essayer de faire quelque chose. Et du coup, c'est ça qui moi me plaît énormément dans la permaculture. Avant de parler de plus tard un peu dans notre échange de justement cette philosophie à l'appliquer à notre vie au quotidien, parce que c'est justement ces deux parties-là qui sont aussi importantes. Parler d'abord de la permaculture dans le sens où on l'entend tous, même si je sais que ça va beaucoup plus loin, c'est pour ça qu'on en parlera aussi, à savoir la permaculture, à savoir liée à l'agriculture. Concrètement, sur cette partie-là, à quel point c'est différent de l'agriculture actuelle et à quel point on peut se permettre de se dire que la permaculture est la solution ou peut-être une solution pour résoudre un peu les maux qu'on a actuellement. Alors déjà, ce que je peux peut-être préciser, c'est que pour introduire ce sujet, c'est que les fondateurs de la permaculture, donc ce sont des Australiens, Bill Mollison et David Holmgren. En fait, eux, ce sont des personnes qui travaillent sur la thématique de l'agriculture et en particulier de la question de l'autonomie alimentaire. Et comme on est en Australie et que l'Australie c'est une île, et j'imagine que tu vas bien voir de quoi je veux parler. En fait, quand on vit sur une île, cette thématique de l'autonomie alimentaire, c'est une thématique qui a une importance encore plus forte que quand on vit sur un continent. Et en fait, la permaculture naît dans les années 70, dans un contexte où justement la dynamique de l'agriculture d'après-guerre, c'est une dynamique qui va vers l'industrialisation, qui va vers une approche très mécaniste du vivant. Et en fait, eux, leur préoccupation, c'est de se dire et si tout ça ne fonctionne pas, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qui va nous rester? Parce qu'en fait, on est en train de simplifier, on est en train de dégrader et de simplifier des écosystèmes. On est en train de perdre aussi des savoir-faire. Eux, ils sont très préoccupés par le fait que il y a des savoir-faire traditionnels. Par exemple, le savoir jardiner. À quel moment semer quoi? Qu'est-ce qu'on peut semer à côté de quoi? Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont des savoir-faire de base. Et si en fait plus personne n'a ça dans une société, c'est la fin de cette société tout simplement. On peut plus fonctionner. Et donc, eux préoccupés par ça, en fait, ils commencent à bâtir la permaculture dans une objet. Donc, en fait, le mot permaculture, il vient de permanent agriculture, donc agriculture permanente ou agriculture de la permanence. Et en fait, eux, dans leur optique, c'est on va dire ce qu'on a appelé un peu plus tard le développement durable, ou en tout cas la durabilité, mais dans un sens fort, c'est-à-dire dans un sens de comment est-ce qu'on arrive à créer des choses, non pas faire durer les modèles dans lesquels on est, ce qu'on voit parfois dans le développement durable, ce qui amène d'ailleurs après à réfléchir à la frontière parfois mince entre développement durable et greenwashing. Le but, c'est pas de garder ce qu'on a et d'essayer de le faire durer le plus longtemps possible en essayant de l'adapter, de le verdir, mais le but, c'est vraiment de trouver des modes de vie et des modes de consommation et des modes de production qui soient réellement durables, c'est-à-dire qui soient vraiment intégrés dans les limites planétaires. Et ça, les applications de ça aujourd'hui, d'un point de vue agricole,
c'est radicalement différent de ce que l'on fait aujourd'hui, parce que ça demande d'aller dans une direction qui est souvent l'opposé. Tout à l'heure, j'ai parlé de deux choses principales. La première qui est la simplification des fermes, donc le fait qu'en fait on va vers des paysages de plus en plus simplifiés, on enlève les arbres, on enlève les mares, on enlève etc. tout. Et la permaculture, en fait, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à complexifier des écosystèmes, à ramener de la vie, parce que plus on a d'insectes, plus on a d'oiseaux, etc., plus on peut recréer des chaînes trophiques qui vont fonctionner d'elles-mêmes et qui vont faire que du coup on n'aura pas besoin de venir nous-mêmes avec des produits, etc., pour lutter contre tel ou tel ravageur, parce que tout simplement les ravageurs dans la nature ils sont la plupart du temps en fait tout simplement contrôlés par la chaîne alimentaire. Donc ça c'est le premier mouvement, et puis après le deuxième mouvement qui est celui de la chimie en fait, où là en fait on est vraiment, la permaculture vient vraiment dans l'optique de l'autonomie locale, et donc ça passe par le fait de recréer ces cycles de fertilité, d'utiliser. Alors je vais prendre un exemple pour illustrer un petit peu mon propos. Peut-être que les personnes qui nous écoutent, elles savent pas exactement ce que c'est qu'un sol. Voilà. Un sol, c'est quoi? Est-ce qu'un sol a toujours existé est-ce que le sol a toujours existé dans l'histoire de la planète Terre? Et en fait, un sol, c'est un mélange entre de la matière minérale, donc de la roche qui s'est dégradée. La roche, elle peut se dégrader sous l'action du vent, du gel. Ça peut être aussi les racines des arbres qui peuvent dégrader la roche. Et puis, ça se mélange avec de la matière organique. La matière organique, c'est grosso modo de la vie sous une forme vivante, comme nous en ce moment, comme on parle, mais aussi sous une forme morte. Donc ça, voilà. Et en fait, le sol, donc il s'est créé avec la vie. C'est-à-dire qu'avant l'apparition de la vie sur les continents, il n'y a pas de sol. Il y a de la matière minérale, mais c'est vraiment le vivant, les fougères, les végétaux, les arbres qui ont créé du sol. On considère que dans une forêt, dans le monde aujourd'hui, les forêts créent du sol à un rythme d'environ 2,5 cm de sol tous les entre 200 et 1000 ans, selon si on est en climat tropical où ça va beaucoup plus vite, ou si on est en climat tempéré ou continental où ça va beaucoup plus lentement. Donc le sol, en fait, c'est une ressource qui est très finalement peu renouvelable à notre échelle, puisqu'il faut beaucoup de temps pour créer du sol. Et en fait, le rythme de dégradation, les 2,5 cm là dont je parlais, qui se créent entre 200 et 1000 ans, en fait, avec les pratiques agricoles actuelles, on perd ces 2,5 cm tous les 16 ans. Tous les 16 ans, on dégrade ce que la nature a mis entre 200 et 1000 ans à fournir. Et il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas énormément de sol, c'est-à-dire que la profondeur de sol, elle peut être entre 20 et 30 cm. Donc si on en perd 2,5 cm tous les 16 ans, en fait, assez vite, on peut plus pratiquer d'agriculture. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans certaines régions du monde. Il y a des zones, par exemple aux États-Unis, en Australie, puisqu'on en parlait, dans certaines zones où l'agriculture industrielle est allée encore plus loin que chez nous, où en fait on voit déjà les effets de cette dégradation hyper rapide des sols, qui font qu'aujourd'hui en fait c'est des endroits où on n'arrive plus à avoir les mêmes rendements, on est obligé de forcer encore plus sur les apports d'engrais, etc., où en fait petit à petit on se retrouve avec un substrat un peu inerte, presque comme si on faisait de l'agriculture hors sol dans des champs, mais où il y a plus cette matière. Donc voilà, donc juste voilà, ça donne une idée de ce qu'on peut, enfin à quoi ça peut ressembler, quoi. Donc complexifier, amener beaucoup de complexité, recréer des cycles, et puis essayer de recréer cette fertilité, cette autonomie, créer des systèmes autonomes pour ramener et recréer du sol, et voilà, et retrouver des cercles vertueux. Donc c'est vraiment ce que tu disais, à savoir remettre faire du biomimétisme, comme tu disais juste avant aussi. Ouais. Donc c'est en gros se rebaser sur de reprendre les bases de la nature, de reprendre pourquoi elle a fonctionné et pourquoi on est arrivé là actuellement avec cette quantité de sol, cette quantité du vivant, etc. Et le fait que ça continue sans l'action de l'être humain, et si je comprends bien, d'aller chercher tout ce qu'il y a de bon à prendre avec la nature, et de justement s'ancrer avec la nature d'un point de vue, pour l'instant, agriculture, on parlera aussi après des autres parties, pour faire en sorte de régénérer. C'est ça aussi l'objectif? Ouais, tout à fait. En fait, alors dans ce mouvement-là, et c'est bien, ça introduit bien le terme de régénération. Je dirais qu'il y a un peu deux objectifs. Le premier objectif, c'est peut-être de réparer,
parce qu'en fait on a dégradé et donc on a besoin de réparer des choses qui ont été dégradées. Là actuellement on parle voilà d'une chute brutale de la biodiversité, on parle de l'érosion très rapide des sols, enfin le bilan actuel il est pas glorieux du tout et donc on a besoin absolument de réparer certaines choses qui ont été cassées, qui ont été abîmées, certaines même ne sont pas réparables, donc il va falloir trouver des solutions. Et en même temps, pour moi, dans la régénération, c'est plus que simplement de la réparation, c'est une logique différente. C'est un peu comme trouver une nouvelle direction dans notre manière de fonctionner en tant que société humaine. Et la logique de la régénération, en fait, c'est une logique pour moi qui est vertueuse. C'est-à-dire, on a tous intérêt à alimenter les cycles du carbone. Nous, en tant qu'humains, on a intérêt aussi bien que les arbres, que les insectes, que les autres mammifères, etc. On a intérêt aussi à alimenter les cycles du carbone, à alimenter les cycles de l'eau, etc. En fait, on n'a pas d'intérêt divergent. C'est pas comme si il y avait une sorte de guerre qui s'installait entre d'un côté les humains qui eux cherchent à aller dans telle direction et puis des autres formes de vie qui cherchent à aller dans d'autres directions. Non, en fait, quand on regarde bien, on est super dépendant des autres formes de vie pour continuer à avoir une planète habitable. Et du coup, finalement, la direction que prend le vivant et notre direction, la direction qu'on prend nous, c'est la même. C'est au même endroit qu'on cherche à aller. Donc, pour moi, c'est aussi simplement du bon sens et un intérêt bien compris de tous les humains. Et d'ailleurs, quand j'explique, par exemple, ce que je viens d'expliquer sur le sol à n'importe quelle personne qui a une base d'économie, en lui disant il faut imaginer que tu as une réserve d'argent et puis qu'en fait chaque année tu viens taper dans ta réserve et puis que jusqu'au moment où tu auras plus rien, la plupart des gens comprennent ça et donc ils comprennent bien qu'en fait si on n'a plus de sol dans 20 ou dans 30 ans, en fait on va juste mourir de faim. Donc il y a ce bon sens finalement et cette logique économique qui revient là et qui alors qui nous perturbe parce que dans les logiques économiques actuelles il faut continuer à produire, à générer de la croissance, à sortir des salaires, etc. Et en fait, tout en acceptant mal l'idée que tout ça est basé sur une dégradation de notre bien commun et de notre ressource commune, qui est le sol, qui sont l'eau, qui sont la biodiversité, etc. Mais une fois qu'on a réinternalisé ça dans notre raisonnement, qu'en fait on se dit que mon entreprise aujourd'hui, elle fonctionne et elle est prospère sur une base ultra fragile parce qu'en fait, je suis en train de dégrader la biodiversité, je suis en train de bousiller les sols et je suis en train de perturber les cycles de l'eau. Et en fait, je suis obligé de reconsidérer l'ensemble de ce que je suis en train de faire et d'essayer de trouver une nouvelle manière d'entreprendre qui soit plus cohérente avec ce schéma plus global que je prends en compte, quoi. Totalement. Avant de passer aux autres parties sur la permaculture en tant que science pour nourrir. Ouais. À quel point on peut imaginer que la permaculture soit la solution pour nous nourrir massivement, je parle bien sûr, au vu de Alors, la quantité qu'on est. c'est une question difficile. Pour deux raisons. La première, c'est que contrairement à l'agriculture bio où il y a un cahier des charges ou à des formes d'agriculture qui sont assez précisément documentées, la permaculture c'est trop flou. C'est trop flou pour être réellement utilisé comme un modèle. D'ailleurs, souvent je vois ça m'arrive de voir passer des schémas qui situent la permaculture comme étant une forme d'agriculture. Et en fait, souvent, moi, je me sens pas à l'aise avec cette vision. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans ma pratique du quotidien, parce que j'ai pas expliqué ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai en partie une activité de formateur en permaculture et aussi en partie une activité où j'accompagne, je suis consultant et j'accompagne des agriculteurs notamment, mais aussi des collectivités. Et quand j'accompagne les agriculteurs, en fait, je les accompagne pas en pratique vers de la permaculture. Je les accompagne vers de l'agroforesterie, vers l'agriculture de conservation, vers l'hydrologie régénérative dont on va parler après. Mais en fait, pour moi, la permaculture, c'est un peu comme le moteur, c'est un peu comme le noyau, le corps, quoi, de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que moi, ça me permet de réfléchir à comment cette ferme elle fonctionne aujourd'hui et vers quoi il faudrait aller.
Et après, du coup, j'en déduis des techniques, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation, que je préconise. Et tu vois, il y a un peu cette distance. Enfin, moi, je mets une certaine distance entre la méthode que j'utilise, qui est la permaculture, et ensuite les techniques que je vais préconiser et ce qu'on va mettre en place. Donc ça perturbe un peu les gens qui découvrent la permaculture parce que c'est souvent présenté, par exemple, on dit oui, il a fait des buts de permaculture dans son jardin, ou bien il a associé les plantes entre elles et c'est de la permaculture. Bon, en réalité, les buts de permaculture, ça existait dans la Rome antique, par exemple, bien avant qu'on parle de permaculture, et les associations de plantes, c'était utilisé en Amérique du Sud, notamment l'association maïs, haricots, courges, elle est utilisée depuis des millénaires aussi. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses qui sont très utilisées en permaculture et qu'on préconise régulièrement, mais qui ne viennent pas du tout de la permaculture, qui sont juste mises en lumière parce que on se dit, waouh, ça c'est vraiment intéressant. Et par rapport à cette histoire de biomimétisme, etc., on revient souvent vers, il faut associer les plantes entre elles, il faut essayer de créer des endroits comme les buts où on va pouvoir collecter l'eau, on va pouvoir collecter la matière, etc. Donc c'est ça qui crée un peu ce biais un peu de compréhension au départ. Et moi aussi, hein, quand j'ai découvert la permaculture, j'avais ce biais-là. Donc voilà, ça permet de... Oui, c'est plus donc du coup la permaculture, c'est comme tu dis la méthodologie qui te permet d'aller recommander les bonnes situations en fonction de la situation de base quand tu fais ta formation. Et au global, on peut dire qu'on fait tu corriges-moi hein, bien sûr. Hein. Ce que je comprends, c'est qu'on peut dire qu'on fait une agriculture en permaculture si jamais tout est basé selon le concept de permaculture de base où voilà, tu te retrouves avec un terrain où il n'y a rien, disons, et tu repars de zéro et tu te dis ok, je vais faire ma maison de cette manière-là, je vais recréer, etc., etc. C'est un peu comme ça où tu peux dire je fais de la permaculture, quoi. Sinon, tu peux dire j'utilise peut-être des techniques qui sont liées à la permaculture. C'est en gros ça la différence. Ouais, c'est ça. C'est le avec un œil un peu avisé. Moi, j'arrive à sentir quand des gens ont utilisé la permaculture pour concevoir ce qu'ils ont conçu. Parce que forcément, comme on utilise les mêmes, c'est un peu comme rencontrer quelqu'un qui, je sais pas, a la même source d'inspiration que toi. Par exemple, il a lu les mêmes livres, il a les mêmes personnes vraiment qui le font évoluer dans sa pensée. Dans une conversation, tu vas le sentir que cette personne, elle chemine sur le même chemin que toi. Mais moi, c'est un peu pareil. Quand je rencontre, des fois, je rentre dans un lieu où je découvre une entreprise et puis en fait, je vois que cette personne, elle est influencée par la permaculture dans ce qu'elle est en train de concevoir et qu'elle a utilisé les mêmes outils que moi pour le faire. Mais les réalités, les formes, elles sont ultra diversifiées. Entre un céréalier, si je reste pour l'instant dans l'agriculture, hein, mais entre un céréalier qui est sur 300 hectares et qui essaie d'apprivoiser la permaculture et puis un jardinier qui est sur 50 mètres carrés, forcément, ça va pas du tout donner la même chose. Mais il va y avoir des intuitions et on va sentir un peu. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'une des choses qui permet de faire en sorte de créer des cercles vertueux, d'aggrader l'environnement, c'est d'avoir un sol couvert en permanence. Et donc ça va être un point commun de beaucoup de systèmes agricoles ou de jardins, de potagers qui sont conçus et aménagés et entretenus par des gens qui s'inspirent de la permaculture. Une des premières choses qu'ils vont faire, ça va être de couvrir leur sol pour éviter, alors il y a plein de choses derrière ça, mais notamment l'érosion, la dégradation de la faune du sol par le rayonnement solaire. 95% de la vie du sol, des insectes, des bactéries, etc., qui vivent dans le sol, sont photosensibles. Elles meurent au contact du rayonnement solaire. Donc dès que je retourne mon jardin et que je mets la terre à nu, et ben en fait je tue littéralement 95% de cette vie sur le premier centimètre du sol. Or le premier centimètre du sol, c'est là où la vie se développe puisque c'est là où il y a le plus d'oxygène. Dès qu'on va un peu en profondeur dans un sol, il y a plus assez d'oxygène pour la plupart des êtres vivants. Voilà, donc c'est juste, ça va être des traits communs, des traits comme une famille, quoi, comme des traits caractéristiques qu'on peut retrouver dans une famille. Ben là, c'est pareil, la famille de la permaculture, dans un certain sens, ça va être des traits communs, mais c'est pas un cahier des charges, et donc c'est difficile de pouvoir le comparer et répondre à une question comme est-ce qu'on peut, voilà. Mais je vais quand même essayer de répondre un peu. Je vais pas juste botter en touche. Je vais quand même essayer de répondre un peu à ta question. Ce qui me rassure moi énormément, c'est que l'agriculture dans le monde est loin d'être industrialisée. D'accord ? Il y a
beaucoup de pays du monde et l'immense majorité des agriculteurs et des paysans dans le monde ont des connaissances vernaculaires locales très précises qui transmettent encore de génération de paysans en génération de paysans à leurs enfants sur le fonctionnement de la nature, sur à quel moment il faut faire ci, comment faire pour se prémunir de tels ravageurs, de tels aléas climatiques, etc. Donc ça, moi, c'est de nature vraiment à nourrir de l'espoir, parce que je me dis qu'en fait, la situation dans notre pays, en France, qui est dramatique de ce point de vue, c'est pas la situation générale à l'échelle mondiale. Donc ça, pour moi, ça me rassure. Et puis après, la deuxième chose qui, moi, me laisse penser qu'on peut faire ça, c'est que, en fait, une grande partie du fait que notre système actuel au niveau alimentaire n'est pas soutenable est lié en partie aux pratiques agricoles, mais aussi en partie au régime alimentaire. C'est-à-dire qu'on consomme des produits ultra transformés, et on consomme globalement trop de viande. Enfin, on a développé une alimentation qui est beaucoup plus carnée qu'auparavant, et aussi beaucoup trop riche et beaucoup trop sucrée par rapport à ce dont on a besoin pour la santé humaine. Donc, pour moi, le simple fait de travailler à faire évoluer nos pratiques de consommation, en fait, va résoudre en partie le problème de la production. Donc voilà, la dépendance qu'on a aujourd'hui au niveau agricole au soja importé du Brésil, à des produits qui génèrent notamment la déforestation dans l'Amazonie, etc. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont liées au comportement individuel, au comportement de chacun. Donc on n'a pas besoin, c'est pas simplement de trouver une nouvelle technique agricole qui va nous permettre de pouvoir je sais pas quoi, remplacer le soja par autre chose. C'est juste simplement accepter que on consomme trop de viande d'un côté, et d'un autre côté, la viande qu'on consomme, elle génère des dégradations et notamment la déforestation de l'Amazonie. Donc, changeons nos comportements alimentaires et en fait, on résout le problème sans avoir eu besoin d'aller voir un agriculteur pour lui dire alors en fait, on va changer, tu vas devoir faire comme ci, comme ça, parce qu'on va faire de la permaculture ou quoi. Donc voilà. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, si on accélère un peu, enfin, dans tous les cas, on va dans le sens dans lequel il faut aller, à savoir réduire notre consommation de viande, etc., et d'aller dans le bon sens, de garder tout ce savoir aussi local, etc., tout en mettant les bons ingrédients via toi, par exemple, de la formation sur la permaculture, une meilleure compréhension au global de l'agroforesterie et des conseils qui permettent de garder la terre, de réparer, de régénérer par la suite. En fait, les deux vont aller se rencontrer et accélérer et permettre d'aller concrètement ne pas avoir de situation catastrophique sur la partie agriculture. Donc là, on a compris la permaculture, ce que c'était, comprendre que c'était pas exactement du coup lié. Dis-moi. Ouais, je t'interromps juste pour t'as raison. Donner encore un petit élément. Il y a un des principes de permaculture qui est le problème, c'est la solution. Alors c'est un principe qui, moi, me fait beaucoup rire parce que voilà, il crée une sorte de petit pas de côté, comme ça on a l'impression presque que c'est une boutade, etc. Mais en fait, ce principe, on le rencontre tout le temps. C'est-à-dire que le problème, c'est la solution. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il y a plusieurs sens, hein, mais un des sens que je vous propose d'observer là, c'est que souvent, le fait que y ait qu'on identifie qu'il y a un problème, en fait, et qu'on cherche à voir en fait quel est ce problème à l'origine, en fait, il se résout par lui-même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on pourrait dire le problème, c'est la déforestation. En réalité, la déforestation, elle est liée à la production de soja. Pourquoi les Brésiliens produisent du soja? Parce que nous, on en importe pour pouvoir consommer plein de viande. Et nous, on a des problématiques de maladies cardiovasculaires et de plein de choses liées au fait qu'on consomme trop de viande chez nous. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est un peu comme si tous les problèmes étaient corrélés les uns aux autres, et que si juste simplement nous, on résout notre problématique déjà de santé publique liée à la consommation de viande, et ça va déjà générer plein de solutions, en termes de coûts pour la société, d'argent public, aussi de maladies, de choses, etc. Et au passage, en fait, on résout tous les autres problèmes, quoi. Donc c'est souvent comme ça en réalité. Un problème vient jamais seul, et c'est souvent un cercle vicieux. Et on est souvent
et c'est ça qui est, moi, je trouve intéressant, c'est qu'on est souvent présent dans ce cercle vicieux. C'est-à-dire que souvent, on entend, oui, mais c'est aux autres de faire des efforts, c'est aux autres, je sais pas quoi, ça va être, on va dire, oui, c'est à l'économie chinoise d'arrêter de générer des gaz à effet de serre. Ouais, mais nous, on achète quasiment aujourd'hui, combien de pourcentage de nos biens de consommation viennent de Chine? Donc en fait, voilà, on est souvent dans la boucle des problèmes qu'on dénonce et qu'on considère comme étant exogènes, quoi. Et en fait, on n'est jamais en dehors des problèmes. On est toujours, ça passe toujours par nous les problèmes. Donc voilà. Donc passons dans les T'as raison. solutions. Le problème, t'as raison. Le problème est la solution, et c'est important de se rendre compte qu'en effet tout est lié, et que si on règle chacun, si on comprend au global, et c'est aussi l'objectif du podcast, les problématiques, on se retrouve à se rendre compte que tout est imbriqué, et que concrètement on peut tous agir à notre échelle C'est pour ça. faire en sorte que ça puisse aller dans le sens dans lequel il faut que ça aille, et dans lequel ça va déjà, hein, peut-être pas si vite, mais en tout cas ça va dans ce sens-là. Tu parlais tout à l'heure t'abordais la thématique de l'eau. Ouais. T'as parlé de la thématique de l'eau. Est-ce que c'est quand on pense permaculture, quand on pense agroforesterie, quand on pense tout ça, on pense aussi à la gestion du coût de l'eau, parce qu'on en manque, on va en manquer. Toi, tu me diras aussi si c'est lié ou pas. Tu développes, tu travailles aussi sur une autre thématique qui est l'hydrologie régénérative. Et cette fois-ci, je l'ai bien dit. Je l'avais moins bien dit quand on était en off. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est lié à la permaculture ou pas? Je ne sais pas. Ouais. Et quels sont les principes de ce sujet-là? Alors maintenant qu'on a vu que la permaculture, en fait, c'était cette capacité à aller observer les écosystèmes naturels, leur fonctionnement, et d'essayer de voir comment nous, on pourrait fonctionner en étant cohérent avec ces principes-là, avec ces fonctionnements-là. En fait, on peut l'appliquer à tout et à n'importe quoi. On peut faire de la permaculture appliquée à peu près à tout ce qu'on veut. Alors, on va prendre l'exemple de l'eau. Moi, je me suis intéressé à cette thématique de l'eau il y a longtemps. Et parce que voilà, j'étais sensible à l'écologie, et que souvent, voilà, quand j'étais plus jeune, on parlait notamment de la qualité de l'eau à l'époque. Donc c'était plutôt une approche qualitative de l'eau. Mais il y avait aussi un peu cette idée de il faut pas gaspiller, c'est important de pas gaspiller l'eau, etc. Quand j'ai découvert la permaculture et l'approche de la régénération, donc on a compris que la régénération, dans un certain sens, pour moi, c'est pas l'opposé, mais c'est le complément de l'adaptation. S'il y a de moins en moins d'eau, il y a pour moi deux manières de réagir. La première manière, c'est de s'adapter. Il y a moins d'eau, il faut en utiliser moins. Donc il faut faire des économies d'eau, il faut essayer de peut-être trancher, dire lui il a le droit de remplir sa piscine, lui non. Bref, il faut s'adapter. La logique d'adaptation, c'est super, mais il y a deux problèmes pour moi. Premier problème, c'est mais qu'est-ce qu'on fait s'il continue d'y avoir de moins en moins d'eau? Est-ce qu'on continue de s'adapter, et jusqu'où on s'adapte? Et le deuxième problème, c'est mais est-ce qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait moins d'eau, et est-ce qu'on essaie d'en faire d'avoir un impact là-dessus? Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait, en France, pour le moment, médiatiquement, il y a un sujet qui surnage quand on parle de la thématique de l'eau, c'est le changement climatique. Et ce sujet du changement climatique, il est abordé avec un angle quasiment unique. Je dis bien quasiment, parce qu'il y a quand même des gens qui font le lien avec autre chose, mais c'est celui des émissions de gaz à effet de serre. On nous dit, en gros, on émet des gaz à effet de serre, ça réchauffe l'atmosphère, et donc ça perturbe les cycles de l'eau, et donc il y a de moins en moins d'eau. Bon, en fait, quand on regarde de plus près, la situation, elle est un peu différente. D'abord, il n'y a pas de moins en moins d'eau. Les sommes de précipitations, les moyennes de précipitations en France métropolitaine, et les prévisions qui sont faites par les climatologues, ils nous disent qu'on va aller vers à peu près autant d'eau que d'habitude, peut-être même un peu plus. Mais par contre, ça va être moins bien réparti dans l'année. Et donc, on va avoir de plus en plus des épisodes de sécheresse, et aussi des épisodes de grosses pluies violentes avec des risques d'inondation, etc. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On apporte une réponse qui est une réponse technologique. On fait des méga-bassines pour essayer de gérer la sécheresse, et on fait des busages et des zones de plus en plus, des ouvrages de plus en plus costauds pour essayer de gérer les inondations, essayer de canaliser les rivières et les torrents pour éviter qu'ils créent des dégâts dans les villes, etc.
En fait, cette solution, ça, c'est full adaptation. 100% adaptation. Et moi, avec la permaculture, j'ai découvert qu'on peut faire autrement. On peut avoir une logique qui est la logique de la régénération. C'est-à-dire, en fait, on s'intéresse à qu'est-ce que c'est que le cycle de l'eau, comment ça fonctionne, et comment est-ce que, plutôt que d'être dans une, simplement, sorte de malédiction de, il y a de moins en moins d'eau, elle est mal répartie, etc., on se pose la question, qu'est-ce qui fait que l'eau est bien répartie dans une pluviométrie, et comment est-ce qu'on peut essayer d'encourager ça? Et en fait, j'ai découvert, plein de choses. Il y a plein de choses. Par exemple, quelque chose qui s'appelle l'eau verte, les cycles d'eau verte. Quand j'étais en primaire, on m'a appris les cycles de l'eau et on m'a dit, grossièrement, l'eau, elle s'évapore au-dessus des océans, elle est chassée vers les continents et puis elle précipite. En réalité, ça, c'est ce qu'on appelle l'eau bleue. Ça, c'est 1/3 des précipitations continentales à l'échelle mondiale. Les 2/3 des précipitations continentales à l'échelle mondiale, c'est de l'eau verte, c'est-à-dire de l'eau qui est issue de l'évapotranspiration. C'est quoi l'évapotranspiration? En fait, les végétaux, pour pouvoir respirer, ils ont besoin, enfin, dans leur respiration, la mécanique de respiration, ils ont besoin d'émettre, de relarguer au niveau de leurs feuilles de l'humidité de l'eau. Et du coup, cette eau, en fait, ça génère de l'humidité atmosphérique qui génère des nuages et qui génère des précipitations. Enfin, ce sont les cycles de l'eau verte. Une goutte d'eau qui est arrivée sur le continent au départ grâce au cycle de l'eau bleue peut être piégée dans la végétation, ou dans le sol, mais ça revient au même puisque la plante, elle va aller chercher dans le sol et elle va le faire remonter jusqu'à ses feuilles et ensuite elle va les mettre au niveau de ses feuilles. Et elle peut renvoyer comme ça la végétation jusqu'à 5 ou 6 fois la même molécule d'eau. Donc une molécule d'eau peut être piégée jusqu'à 5 ou 6 fois dans des cycles d'eau verte avant de retourner à l'océan. Et en fait, l'année dernière, en avril 2022, vous pouvez chercher dans les archives où on mettra le lien, il y a eu les scientifiques au niveau international qui ont posé une alerte. Ils ont dit on vient de franchir la 6e limite planétaire. Et la 6e limite planétaire, c'est la limite du cycle de l'eau douce. Et ils ont précisé, c'est pas toute l'eau douce, mais c'est principalement les cycles de l'eau verte qui sont en train de se dégrader. Au lieu d'avoir jusqu'à 5 ou 6 cycles, en fait on en a plus que 3, plus que 4, parfois plus que 2. Au lieu d'avoir des cycles avec beaucoup d'eau, on a de moins en moins d'eau dans ces cycles-là. Et en fait, pourquoi? Une des raisons principales, c'est qu'on a simplifié les paysages. Et comme on a simplifié les paysages, il y a moins d'évapotranspiration. Et comme il y a moins d'évapotranspiration, en fait, l'eau, au lieu de retourner dans l'atmosphère, dans les cycles d'eau verte, elle est renvoyée à l'océan. Le temps de retour à l'océan, il est diminué. Et donc là, on retrouve un lien avec la permaculture. Nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la permaculture? On cherche à créer de la diversité, on cherche à recomplexifier les paysages, pour essayer, déjà pour d'autres raisons, ramener de la biodiversité, etc. Et maintenant, on sait, en plus, que ça permet d'avoir des paysages qui régénèrent aussi les cycles de l'eau douce et qui permettent, du coup, d'avoir une pluviométrie qui soit plus intéressante parce que avec une meilleure répartition dans le temps et dans l'espace de l'eau. Donc, en fait, on voit que tout est lié. À la base, il y avait des écosystèmes qui étaient très diversifiés. Pendant longtemps, l'agriculture, jusqu'à l'ère industrielle, maintenait quand même si elle avait déjà un peu simplifié, maintenait quand même un certain degré de diversité dans les paysages. Il y avait des haies, il y avait des mares, il y avait beaucoup d'ouvrages qui permettaient de stocker l'eau et de l'infiltrer dans les paysages. Voilà, tout à l'heure j'ai parlé du remembrement. Le remembrement en France métropolitaine, c'est environ 1 million de kilomètres de haies qui ont été supprimés. Donc ça fait à peu près 2 milliards d'arbres qui ont été retirés, arrachés, et environ 750 à 800 000 pièces d'eau, donc des mares, des étangs, des bassins, des petits marécages qui ont été comblés, bouchés pour les besoins de l'agriculture. Autant d'éléments dans les paysages qui permettaient de générer des cycles d'eau verte et donc d'avoir des régimes de précipitation qui soient plus cohérents avec nos besoins. Et donc autant aussi de raisons de se mettre à réinstaller ces paysages-là d'urgence pour ne pas faire seulement s'adapter, ne pas que s'adapter, mais aussi régénérer. Quand tu parlais avant de passer à la partie permaculture de vie qui est aussi intéressante, quand tu dis de recomplexifier, si je comprends bien, tu me diras exactement à quoi ça correspond, mais initialement, tu vois, quand on pense à la végétation, on se dit ok, on va
planter des arbres, on va reforester. Du coup, c'est pas uniquement ça. C'est pas se dire, ok, je replante des arbres et tout ira bien et tout ira pour le mieux. C'est de se dire, on recomplexifie, on rajoute beaucoup plus de biodiversité de manière globale, pas uniquement les arbres, mais tout ce qui est lié avec ça, pour justement dans les régions où on a de la sécheresse ou autre, se dire que potentiellement on aura moins de sécheresse dans les je connais pas les échéances, hein, mais en tout cas progressivement maximiser les probabilités d'avoir moins de sécheresse par la suite, d'avoir plus d'eau du coup. C'est ça? Ouais, complètement, complètement. Un des chercheurs qui est à l'université de Rennes qui travaille sur ce sujet, il parle de la rugosité du paysage. Il dit qu'en fait, dans un paysage qui est simplifié, en fait, la rugosité est très faible. Et en fait, on a des régimes de vent qui font déplacer l'humidité de façon latérale, de façon horizontale, proche du sol. Et donc, en fait, l'humidité voilà, qui émane du sol, elle ne recrée pas, elle ne crée pas de nuages. Elle peut éventuellement créer de la rosée, un peu, de la rosée du matin, dans certaines régions et à certains moments de l'année. Alors que quand on a un paysage rugueux, en fait, on a des vents verticaux, des vents convectifs, donc qui vont de bas vers le haut. Enfin, voilà, différents types de vents qui permettent de faire remonter l'humidité qui est issue de l'évapotranspiration vers l'atmosphère et du coup créer cette humidité quand elle atteint le point de rosée, elle se microcondense, ça forme des gouttelettes, ça forme des nuages et puis du coup on a des précipitations. Donc quand on dit qu'il faut recomplexifier les paysages, c'est qu'en fait on a besoin de ramener de la rugosité. Quand je traverse moi le bassin parisien aujourd'hui en 2023, je suis atterré parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus de pièces d'eau, tout a été retiré, tout a été enlevé. Et donc c'est un paysage qui est, du point de vue de l'alimentation des cycles de l'eau, c'est un paysage qui est mortifère, qui amène le désert. Donc si on veut éviter que notre pays se désertifie, il faut absolument tant que c'est encore possible, parce qu'après plus c'est devenu sec avec des problématiques de sécheresse et tout ça, plus ça sera difficile de recréer cette rugosité et du coup d'inverser cette tendance. Donc là, on a besoin d'urgence de faire. Au début, je le disais sous le ton d'une boutade. Maintenant, c'est plus une boutade. Je crois vraiment à ce que je dis. Je pense qu'il faut refaire un remembrement, c'est-à-dire il faut repartir. L'État doit prendre la responsabilité de rassembler tous les agriculteurs de tous les villages de France, et pas que les agriculteurs, les citoyens, etc. Et il faut prendre chaque village et se poser la question comment on transforme notre village pour que ça soit un village qui alimente les cycles de l'eau. Et donc comment est-ce qu'on remet des paysages rugueux partout. Donc il faut des haies, des arbres, des bosquets, des mares, il faut en mettre partout. À minima inverser la tendance, c'est-à-dire planter 2 milliards d'arbres et réinstaller 750 000 bassins, etc. De refaire ce qu'on a fait à l'envers entre les années 70 et les années 90. À minima, il faut refaire ça. C'est un travail titanesque, monumental, ça va coûter une fortune. Mais si on le fait pas, pour moi, on prépare l'arrivée du désert. On est en train de transformer notre pays, et nos nappes phréatiques vont se vider petit à petit et on aura de moins en moins d'eau. Ce que tu veux dire, ouais, c'est que on part de loin, mais que rien n'est infaisable. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est que je n'avais pas du tout en tête. En effet, j'avais bien entendu cette partie de limite planétaire, et je pense que les auditeurs aussi. D'autant plus la dernière sur l'eau verte, je l'avais également partagée dans ma newsletter. Yes. Mais suffisamment pas bien expliqué à mon avis pour se rendre compte de la complexité et à quel point du coup l'eau verte était primordiale et ultra liée à quel point elle était liée à la partie sécheresse, etc. Et parce que comme tu disais 2 tiers, 1 tiers par rapport à la partie eau bleue qu'on oublie aussi qu'on oublie. Ouais. En fait, médiatiquement, ça a été balancé comme ça, c'est-à-dire qu'on a dit oui, c'est la limite planétaire, c'est l'eau verte et voilà. Mais c'est quoi l'eau verte? Ouais. C'est de l'évapotranspiration. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut expliquer aux gens. C'est de l'évapotranspiration. C'est quoi l'évapotranspiration? Ça veut dire qu'il y a des végétaux. Ça veut dire que cette humidité, elle est présente dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qui fait qu'elle retourne dans l'atmosphère et qu'elle régénère des nuages? Il faut qu'il y ait des vents. Et comment ils circulent ces vents? Et en fait, tout ce schéma-là, toute cette mécanique, elle n'a pas été expliquée. Personne n'a expliqué. On a juste dit, c'est la cata, la limite d'eau verte a été franchie. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence? Et comme
je reviens du coup à ce que je disais tout en préambule, comme ce qui domine dans les médias, c'est que en fait le changement climatique, c'est des problématiques d'émissions de CO2, et c'est aussi vrai, hein, on est d'accord que Ouais, les tellement. gaz à effet de serre, c'est aussi un problème. Et ben toute cette thématique du paysage et du lien entre paysage et changement climatique, elle a été complètement éludée. On n'en a pas parlé. Et c'est ça que moi j'essaye de faire depuis donc là depuis quelques mois, je fais beaucoup de conférences sur la thématique de l'hydrologie régénérative parce qu'il y a un énorme travail de pédagogie et de sensibilisation à faire. Et donc c'est aussi pour ça que voilà, je te remercie de m'inviter dans ton podcast parce que bah voilà, il faut absolument sensibiliser tout le monde à cette thématique, y compris et en premier lieu, j'ai envie de dire les décideurs politiques parce qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire, mais aussi évidemment les agriculteurs, tous les aménageurs, tous les gens qui interviennent avec le paysage, et même j'ai envie de dire tout le monde, parce qu'en fait même dès qu'on a un petit jardin, si vous avez une entreprise et que vous avez un terrain autour de votre dépôt ou de votre etc., tous les terrains peuvent être utilisés pour faire de la régénération. Et en fait voilà, ça va passer par le fait de planter, de recréer des pièces d'eau, etc. quoi. Avant de passer aux questions de fin, je voulais passer parce que je vois que le temps file Yes. sur la permaculture et sur parce que on en parlait au début de le fait que c'est pas uniquement la partie agriculture comme on pouvait le penser initialement avant le début de notre échange, mais on parle aussi surtout de permaculture au global, de design comme tu disais. Ouais. Comment est-ce qu'on peut appliquer la permaculture dans notre vie du... Ouais. Il y a tout un pan de la permaculture qui s'attache à essayer d'explorer ce que ça voudrait dire de s'inspirer du vivant et du fonctionnement des écosystèmes pour concevoir sa propre vie ou le fonctionnement d'un groupe humain, d'une société humaine. Ça donne des choses qui sont vraiment très intéressantes. Moi, c'est une des choses qui m'a paradoxalement le plus passionné, alors que pourtant à la base je suis vraiment agronome, je m'intéresse à ces questions d'agriculture et tout ça. En fait, cette permaculture appliquée à l'humain, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et nourrissant. D'abord parce que ça me permet moi de me guider, parce qu'en fait ce sont des principes, on l'a dit, une éthique. Et je peux presque en faire des principes de vie et une éthique de vie. C'est-à-dire que ça, voilà, c'est ce qu'on appelle le design de vie en permaculture. Il y a des personnes qui font, dont je suis, qui se sont lancées dans l'idée de faire son design de vie à partir de des principes. Donc, utiliser les principes de permaculture. Tout à l'heure, on a parlé d'un principe qui était le problème, c'est la solution. Mais on pourrait prendre par exemple la thématique de ne pas générer de déchets, la thématique voilà, il y a un des principes de permaculture, c'est observer et interagir. Voilà, donc, autant de principes en fait qui peuvent être des principes qui échappent complètement à la thématique agricole et qui peuvent être utilisés en fait à n'importe quel moment de sa vie pour faire des choix, pour avancer, etc. Et là aussi, c'est intéressant parce que en fait, on se rend compte que du coup, cette thématique de aller dans le sens du vivant et ne pas s'y opposer, qui est le premier principe, nécessite en fait de bien comprendre qui on est, à quoi on aspire profondément, quelle personnalité, quelle histoire on a eu, quelles habitudes on a développées, quel rapport au changement on a, quel rapport, enfin voilà, plein de choses en fait qui sont utiles et nécessaires pour pouvoir justement faire des choix qui aillent pas à contre-sens par rapport à ce qu'on est. Donc c'est aussi une manière de s'accompagner finalement et de mieux se comprendre quoi. Donc c'est presque on va utiliser des gros mots, c'est presque du développement personnel à la sauce permacole. Et ça c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé ça vraiment assez puissant et assez nourrissant. Et donc du coup aujourd'hui j'ai même voilà développé des formations sur ce sujet, transmis un peu ces formations à d'autres personnes. Et puis si on élargit un tout petit peu, en fait, on peut encore faire ce même travail, mais cette fois-ci appliqué à un fonctionnement collectif, un foyer, une association, une entreprise, une collectivité. En fait, on peut imaginer de transformer la plupart de nos groupes humains en essayant d'adopter ces principes pour se guider collectivement. Et donc ça, c'est aussi très chouette. Moi, par exemple, j'utilise énormément un concept de permaculture qui est la notion de membrane.
La membrane, c'est quoi dans le vivant? La membrane, c'est donc ce qui entoure la cellule, qui permet du coup de collecter l'énergie, de pouvoir garantir son identité, de pouvoir se défendre éventuellement contre des agressions extérieures, de pouvoir organiser les entrées et les sorties. Et ben en fait dans les collectifs humains que j'accompagne, en fait on réfléchit à c'est quoi notre membrane, qu'est-ce qui nous permet de garantir notre énergie, de collecter, voilà, etc. Donc en fait c'est que ce sont à chaque fois des principes un peu biologiques, des principes qu'on observe dans le vivant et qu'on va essayer de transposer et de s'appliquer dans ce contexte-là, quoi. Je mettrai de toute façon les différents liens que tu pourras me partager peut-être Ouais. après sur les principes de la permaculture, parce qu'en effet c'est important de pouvoir reprendre un peu ces principes-là et se rendre compte que on peut vraiment l'appliquer un peu au quotidien, dans notre vie de tous les jours, sans penser, sans se dire oula c'est complètement loufoque. En fait non, pas du tout. C'est des principes très clairs, très précis, et quand on fait des parallèles, on se dit ok, c'est vrai que Mmh. c'est pas si bête que ça, et ça a totalement de sens de le faire et de s'en inspirer en tout cas au quotidien. Donc je trouve que même le développement personnel, ça a totalement du sens de dire ce mot-là, même si on imagine après des gourous etc qui vont parler de Ouais. ça, mais c'est vraiment on peut vraiment faire le comparatif assez facilement honnêtement. Là, ce que je trouve chouette avec cette histoire d'utiliser les principes au quotidien, c'est moi en tout cas ce qui me porte et ce qui me pousse à faire ça, c'est mon envie d'être vraiment vivant parmi les vivants, quoi, de me dire en fait qu'est-ce qui fait que je suis connecté aussi bien à l'arbre, à la poule, au ver de terre et à la mouche. Ben en fait, on a des principes communs et qu'on utilise, et c'est ça qui guide finalement notre action. Alors moi, je le fais de façon consciente. Contrairement, alors oui, peut-être que je vais m'attirer les foudres de personnes qui pensent peut-être qu'il y a des consciences la conscience, c'est pas forcément quelque chose de proprement humain. En tout cas, moi, je veux pas dire que les autres n'ont pas de conscience, mais en tout cas, moi, je le fais à travers un acte de conscience. C'est-à-dire, j'essaie de développer ma conscience de ce que je suis en train de faire et de pourquoi je suis en train de le faire. Et puis, en même temps, les principes, c'est beaucoup issu de l'observation. C'est-à-dire, je prends du temps aussi pour observer le vivant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je l'invite à faire. Ça va faire partie des petites questions, je crois, de la fin, mais voilà, Totalement. de prendre du temps pour observer. Parce que en fait, on n'a jamais fini d'observer le fonctionnement du vivant. C'est infini, et les chercheurs, les scientifiques nous abreuvent quotidiennement. En fait, peut-être comme moi, partie des personnes qui régulièrement sont ébahies de voir que voilà telle, je sais pas, variété d'une fleur, etc., ou d'un papillon, etc., qui a tel comportement qu'on observe pour la première fois et qui est juste absolument extraordinaire. Donc moi, je cultive cet émerveillement et cette curiosité parce que c'est ça qui m'aide aussi après à faire des choix pour moi. Samuel, je voulais terminer par les 3 questions de fin, Et oui. en commençant par la première, à savoir est-ce que tu as un contenu à nous partager. Hmm. Alors je vous invite, peut-être il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà et peut-être tu connais déjà, mais je vous invite vraiment, si c'est pas déjà fait, à lire le livre de Baptiste Morisot qui s'appelle Manière d'être vivant. C'est vraiment un des ouvrages pour moi clés pour comprendre ce changement de posture dans le lien de notre rapport au vivant et voilà et à notre rôle en tant qu'Homo sapiens. Pour moi, c'était très rafraîchissant, et parmi les lectures de ces 5 dernières années, c'est vraiment peut-être celle qui m'a le plus bousculé, le plus touché. Donc voilà, Manière d'être vivant, Baptiste Morisot. Je mettrai le lien dans la description. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens? Alors, je vais tricher un peu et je vous en propose 2. La première, c'est d'aller chercher la petite liste des principes du vivant ou des principes de permaculture qu'on va vous partager, et d'essayer voilà, déjà de vous laisser toucher un peu par ces principes. Il y en a peut-être certains qui vont vous parler plus que d'autres, etc. Donc vraiment juste lire ça. Et puis peut-être les utiliser, essayer de voir comment vous arrivez à les utiliser. Et puis la deuxième action, c'est de prendre du temps, de vous créer peut-être un petit rituel pour prendre du temps pour observer le vivant, observer la nature. Ça peut être en étant assis ou en mouvement, ça peut être dans un endroit très sauvage, mais ça peut aussi être dans une ville en fait, hein. Parce que le vivant est partout.
Et donc Clairement. voilà, je vous invite vraiment à faire ces deux actions qui, moi en tout cas, font partie maintenant des choses fondamentales que je fais depuis que j'ai découvert la permaculture. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée à nous recommander? Alors, parmi les personnes qui me nourrissent depuis quelques années, il y a un drôle de personnage haut en couleur. Il s'appelle Hervé Covès. Il est Ok. agronome aussi comme moi. Il est aussi franciscain. Donc ça, voilà, c'est une autre particularité. Et surtout, c'est quelqu'un qui dédie sa vie depuis quelques années à faire découvrir un peu toute cet univers de la permaculture, de la régénération, etc. Et qui nous invite aussi à célébrer le vivant. Voilà, il a une manière très à lui. Voilà. J'essaie de passer un maximum de temps avec lui et à me nourrir à son contact. Et donc voilà, je vous invite, voilà, je t'invite à vraiment à te rapprocher, peut-être à l'inviter si jamais le cœur t'en dit. Et sinon, ne serait-ce que d'aller voir les conférences qu'il fait et qu'on trouve pour certaines sur Internet. Voilà, donc Hervé Covès. Ok, moi je mettrai les liens. C'est important de pouvoir avoir aussi une suite à l'épisode et avant de le retrouver dans le podcast, bien entendu. Euh, Samuel, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouh, alors vous pouvez me retrouver. Alors j'ai un site qui s'appelle tout simplement samuelbonvoisin.fr où j'ai un petit blog. J'écris régulièrement des articles. Sinon, je suis présent sur la plupart des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc., Instagram. Comme je fais des formations et des conférences, je mets ça souvent aussi un peu sur mon site, donc vous pouvez retrouver ça. Et puis sinon dans la Drôme, il se trouve que je cofonde un écolieu depuis 7-8 ans qui s'appelle l'Oasis de Serendip. Donc s'il y en a parmi vous qui passent par la Drôme ou qui vivent près de la Drôme, vous pouvez aussi avoir l'occasion de me rencontrer à cet endroit-là. Voilà. Et puis je participe professionnellement à une aventure aussi entrepreneuriale qui s'appelle les Alvéoles. On a une pépinière, un centre de formation, un bureau d'études. Donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver à la pépinière des Alvéoles. Parfait, bah merci beaucoup. Merci Samuel.